On est en train de changer de société. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. En particulier, le mythe de société, c'est-à-dire l'histoire qu'on se raconte tous ensemble. Et en réalité, à mon sens, les films qu'on regarde, la musique qu'on écoute, les livres qu'on lit, bref, tout ce qui fait culture a un rôle primordial dans la manière dont on fait société. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reçois Abdel Malik, qui est un chanteur, mais qui est aussi un écrivain, qui a aussi monté des pièces de théâtre, bref, un artiste, en réalité, pour se poser la question de quel est le rôle de l'artiste dans l'évolution de la société. Et vous allez voir, c'est une conversation que je trouve géniale. En même temps, Abdel Malik l'étant, c'est pas très très compliqué. Assez profonde, même très profonde, de ce qu'est un artiste, de ce qu'on attend de lui, de son rôle, de la différence avec le business. Bref, on touche vraiment beaucoup de sujets ensemble. J'espère que ça vous plaira. Donc je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour Abdel Malik. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir parce que sur ce podcast, j'essaye de parler de liens à soi, de liens aux autres et de liens à la nature. Mais surtout, j'essaie d'envisager de nouveaux récits. Et pour moi, ce qui pose problème dans cette société, c'est que les récits ne bougent pas et on attend des gens qu'ils bougent. C'est-à-dire qu'on leur dit que le bonheur, c'est l'argent, le pouvoir, les possessions, et on attend d'eux qu'ils soient, par exemple, écologiques. Et effectivement, ça fonctionne pas. Et à mon sens, les artistes ont un rôle primordial dans le changement de cette société parce que, effectivement, si dans la musique, dans les films, au théâtre, sur Instagram, on continue à te raconter que ce récit-là, du bonheur, par exemple, naturellement, tu vas suivre ce modèle-là. Tu vois, typiquement, si on te montre des films violents ou si on te montre, je sais pas, un mec sur un yacht incroyable sur une mer translucide, forcément, tu vas vouloir aller vers là. Alors que si on raconte un autre récit, ça peut changer. Et j'aimerais bien avoir toi, parce que j'ai la sensation que tu es un de ces artistes, mais vraiment proéminent sur le sujet, qui positionne une nouvelle manière de faire société, ou en tout cas qui essaye d'envisager d'autres manières de faire société. J'aimerais bien que tu me dises, toi, comment tu envisages ton travail par rapport à cette question. Moi, j'ai presque envie de dire, c'est le cœur de mon travail, tout ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire comment écrire un autre récit. Et j'ai même envie de te dire, moi, mon idée, c'est d'écrire aussi, de réfléchir à un nouveau récit national, en fait. Mm-hmm. Et un récit national qui intégrerait l'Europe et le monde. Fatalement, puisque on vit avec l'Europe et le monde, d'une certaine manière. Et comment ça influe, et comment le fait d'être français aujourd'hui, par exemple. Et je pense que ma démarche aussi, c'est de me dire comment rendre sexy l'intelligence, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, la clé, elle est là. La clé, c'est que si on fait, on fait que la promo d'une pensée binaire où tu veux être heureux, il faut avoir, ou on met l'avoir toujours, on vit dans une société où l'avoir va compter plus que l'être. Enfin, toutes ces choses-là, ça fait que fondamentalement, on a la société qu'on mérite, on a le monde qu'on mérite. Et que la réalité, c'est qu'il faut revenir au commencement. Et revenir au commencement, c'est là où on se trouve, nous, autres artistes, puisqu'on travaille directement sur les imaginaires. Précisément, t'as dit tout à l'heure que si on fait la promotion de telle valeur finalement au cinéma, dans la musique, etc., sur Instagram, les réseaux sociaux, etc., on peut pas forcément, mais parce que on fait la promo d'une certaine culture. Donc il faut changer, si tu veux. Si on veut pas une société violente, il faut pas faire la culture de la violence. Et j'ai envie de dire, il faut faire la culture de la non-violence. Si on veut un autre regard lié à la femme, etc., je pourrais... et c'est ça que je veux dire. Et j'ai le sentiment que nous, autres artistes, on est au cœur de ce processus, encore une fois, parce que directement, on travaille sur les imaginaires. Donc forcément, on permet le changement des êtres d'une manière concrète et réelle, et surtout profonde. Mais alors, comment tu définis un artiste, justement ? C'est quoi un artiste ? Pour moi, un artiste, c'est un être qui a... qui a le courage d'être vraiment lui-même, ou elle-même. C'est-à-dire qui pense que sa force, c'est sa singularité, c'est son particularisme. Et d'une certaine manière, en disant ça, c'est faire la promotion que chacun est légitime à être qui il est, à être lui, en fait. Et d'une certaine manière, moi, je me considère... On est un peu comme des chauffeurs de salle, tu sais, on met l'ambiance,
mais on la crée, cette ambiance. Et une ambiance, au départ, on crée cette ambiance et elle devient réelle. Et quand je te dis tout à l'heure, en blaguant à peine, en disant que rendre sexy l'intelligence, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce qui sera cool, c'est de rendre cool la réflexion, c'est de rendre cool la nuance, c'est de rendre cool la complexité, c'est de rendre cool la capacité de prendre du recul, etc. Ce qui est l'inverse de ce qu'on vit actuellement. Et donc pour moi, un artiste, c'est ça. Et souvent, il y a une confusion aujourd'hui en tout cas, entre artistes et businessman, et hommes d'affaires ou femmes d'affaires. Il y a même des femmes d'affaires ou des hommes d'affaires qui se prennent véritablement pour des artistes. Et des artistes qui se prennent pour des hommes ou des femmes d'affaires. Mais in fine, quelque part, dans la société idéale, à partir du moment où on aura réussi ce qu'on est en train d'essayer, toi et moi, en fait, on est tous des artistes. Et notre œuvre, finalement, ce qui doit, ou ce qui devrait, ou ce qui va être notre chef-d'œuvre, c'est notre vie, en fait. Mais alors, du coup, comment tu fais... Et t'en parles justement entre businessman et art. Comment tu fais cet équilibre entre, il faut quand même se manger, manger, j'exagère un petit peu. Non, mais c'est et puis juste. Être engagé, parce que être engagé et ne pas aller forcément dans le sens de la tendance, tu en parlais tout à l'heure quand on préparait de la hype et des trucs qui fonctionnent. Parce que c'est vrai que typiquement pour un chanteur, c'est plus ou moins facile de faire ce qu'on appelle de la soupe, c'est-à-dire des trucs qui vont être très commerciaux. C'est autrement plus difficile d'avoir une position et en même temps j'ai l'impression que les gens attendent ça mais qu'ils l'achètent pas. C'est très particulier en fait. C'est en toute chose, il y a besoin d'équilibre en toute chose. Et c'est Camus qui dit un artiste, il est entre le refus et le consentement. Le refus, j'ai envie de dire, c'est le fait d'être radical dans sa proposition artistique, véritablement être soi, aller jusqu'au bout, etc. Et ça, c'est le refus. Et le consentement, ça serait par exemple toi et moi en train de faire cette interview parce que je veux vendre cette proposition artistique. Il faut bien, à part si je veux faire le truc pour mes potes dans ma cave et entre nous, très bien. Mais tu sais, c'est comme, tu as une étale comme ça. Moi, comment dire, d'une certaine manière, c'est mes tripes que je mets en avant. Mais j'ai conscience que mes tripes, je dois bien les positionner sur cette étale parce que les gens vont acheter, si tu veux. Donc je positionne bien mes tripes et tout. Mais c'est mes tripes. Et c'est ça en fait, c'est cet équilibre entre il faut manger comme tu dis, mais jusqu'à quel point on doit trouver c'est toujours cette histoire d'équilibre, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que cet équilibre, c'est consubstantiel au fait d'être un être humain. On doit trouver un équilibre en toute chose. L'extrémisme de toutes les manières, c'est jamais bon. Donc en toute chose, il y a une sorte d'esprit de balance et d'équilibre. Et c'est en ce sens-là où on peut avoir des valeurs, on peut être des femmes, des hommes de principe, et en même temps gagner de l'argent. On peut, je veux dire, c'est pas paradoxal. Mais après, est-ce que le fait de gagner de l'argent est antinomique rapport à des valeurs des valeurs qui sont les nôtres ou soi-disant les nôtres. Voilà, c'est juste ça en fait. Est-ce qu'on peut se regarder dans une glace? Voilà. Exactement. En fait. Et tout à l'heure, tu prenais quand on préparait une autre phrase de Camus sur l'engagement, tu pourrais la reprendre parce que je trouvais ça hyper intéressant en fait. Justement, toujours rapport à Camus, il dit en substance que en fait, l'engagement c'est pas un métier. On peut pas être, je peux pas me dire moi mon métier c'est engager. En fait, on s'engage par rapport à des choses qui arrivent et on est ému par ce qui arrive parce qu'on est des êtres humains et on se sent solidaire et donc on s'engage. Mais on se lève pas un matin en se disant moi je suis un artiste engagé, etc. Pour moi, à un certain degré, tout le monde est engagé parce que tout le monde a un avis. Même tu parlais tout à l'heure des artistes qui font de la soupe, très bien, mais c'est un choix. Donc ça va avec ensuite un certain discours, etc. C'est une forme d'engagement, qu'on soit d'accord ou pas. C'est aussi une forme d'engagement. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, l'artiste engagé n'existe pas. C'est un pléonasme. Un artiste est fatalement engagé, forcément engagé, puisqu'il est au monde. Et il vit dans le monde dans lequel on vit qui est complexe, où il y a des paradoxes, comment se positionner, etc., etc. Que dire et donc voilà. Donc pour moi, un artiste qui ferait de son métier l'engagement, en fait, c'est pas un artiste engagé, c'est un businessman, c'est un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Mais c'est encore une fois. Et toi, comment t'envisages du coup l'esthétique de tout ton travail par rapport à la vision que tu as de la société? Comment tu fais le lien et comment tu l'envisages? C'est simple, c'est qu'on parlait tout à l'heure de cette idée de raconter un autre récit, ou en tout cas une autre. C'est la même histoire, mais une perspective autre, d'un autre endroit en fait.
Et mon travail, d'une certaine manière, c'est ça. Ma vision, si tu veux, pour moi, l'esthétique, c'est pas un ornement de la pensée, c'est la pensée elle-même. Je fais partie de ces artistes qui pensent que la forme, c'est le fond, et vice-versa. Donc, si on veut vraiment comprendre mon travail, il faut pas rester en surface. Il faudrait lire les différents livres que j'ai faits, il faudrait écouter tous les albums que j'ai faits, il faudrait voir mon film, la pièce de théâtre, les choses que je fais, enfin tout, si on veut vraiment comprendre mon travail. Et aujourd'hui, les gens s'arrêtent sur des interviews. Ils vont lire tel bio, tel truc, mais ils connaissent pas vraiment le travail. Ils vont te citer un truc, c'est approximatif. Et ça aussi, c'est un des signes des temps, si tu veux. C'est qu'en fait, les gens qui vont t'interroger ou t'interviewer, en fait, en vrai, ils en ont rien à battre de toi, en vrai. En vrai, t'es le gars du moment, ou l'artiste du moment, ou le truc, et c'est eux les héros. C'est celui qui va t'interviewer, c'est lui la vedette. Toi, en fait, il y a toi, et puis tu passes, et puis il y a un autre. Alors que la réalité, c'est que si tu t'intéresses pas à la personne, et tu as le droit, et je pense que les personnes, elles sont pas aussi importantes qu'on croit. Par contre, c'est leur œuvre. Qu'est-ce qui reste? En quoi ça va influer? En quoi ça touche les êtres? Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire, et c'est ça, pour répondre directement maintenant à ta question, c'est mon œuvre en écho avec la société dans laquelle elle vit. C'est mon œuvre en écho avec le continent. C'est mon œuvre en écho avec le monde. Et c'est ça, en fait. Et c'est là où ça influe. Et après, on le voit concrètement. Moi, je le vois chez les gens qui viennent me voir ou les gens qui disent tu m'as sauvé la vie ou tel truc ou quoi. C'est réel. Et il faut bien comprendre que ce dont on est en train de parler de qualité, pas de quantité. C'est-à-dire qu'il suffit d'une seule ou d'un seul. Si un livre, un morceau, un film, ça change la vie d'un être, ça le fait passer de l'obscurité à la lumière, c'est une réussite totale. Ça n'a pas besoin que ce soit un stade entier ou des trucs. Or, aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est le règne de la quantité. On parlait tout à l'heure des businessmen, des marchands. C'est le règne des marchands. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas, tu seras sur un plateau télé, on va dire on reçoit tel invité, et on l'applaudit parce que si c'est un cinéaste, parce qu'il a fait 1 million d'entrées en une semaine, c'est fabuleux, on applaudit. Mais en quoi ça montre la qualité et la valeur de son travail artistique? Pareil pour la musique, on va dire, vous voyez, cet artiste est fabuleux, il a rempli tel stade, ou il a fait tel truc, ou il a vendu tant, etc. Et du coup, tout est biaisé. Ce qui fait que ce qui est mis en avant, c'est la quantité et non pas la qualité. Mais si c'est vrai dans ce domaine-là, on respectera celui qui sera riche, matériellement, qui aura de l'argent. Et si t'en as pas, on te regarde pas, on te respecte pas, etc., etc. Parce que ça va loin, tout ça, en fait. Et donc, toi, t'aimerais qu'on présente un artiste en disant, il a eu tel impact sur la société. Non, je veux juste, non, pas nécessairement, parce que ça se mesure des fois. Tu sais, des fois, t'as un artiste, il a un impact zéro au temps où on est en train de parler, et puis il meurt, et je sais pas, Van Gogh. Tu vois ce que je veux dire? Non, je veux juste qu'on parle de ce qu'il fait en tant qu'artiste. On dit, voilà, tu as écrit tel livre, tu dis ça dans le livre, pourquoi tu dis ça, etc. Tel passage, tel truc. Ah oui, ton style me fait penser à tel auteur, etc., etc. Qu'on parle du fond. Pareil pour le cinéma. Pareil pour le théâtre, pareil pour... Et qu'on comprenne aussi la culture d'aujourd'hui et de maintenant. Moi, par exemple, j'ai un mantra de vie et d'artiste. C'est préserver le patrimoine et cultiver la modernité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment tu vas prendre des grandes autrices, des grands auteurs, des grands textes. Et comment tu vas les mettre en écho avec ce qu'on appelle les cultures urbaines, le hip-hop, etc. Comment tu vas mettre ça en lien aujourd'hui? Comment tu vas montrer que les formes évoluent, mais qu'in fine, le fond, c'est-à-dire quelqu'un comme moi, je sais pas, est-ce que je suis différent d'un Brassens ou d'un Villon? Ou c'est jalonné dans l'histoire, on a des figures qui sont les fils de leur époque ou les filles de leur époque, mais en réalité, c'est le même fond. C'est cette idée d'être utile dans le monde dans lequel ils sont, d'apporter quelque chose, une pierre à l'édifice, et qu'importe la pierre. Ça n'a pas besoin d'être un truc énorme. Même t'amènes un petit caillou, si ça permet de créer la citadelle du bonheur, c'est fabuleux. Et justement, quand on préparait tout à l'heure et tu disais, tu parlais de tes racines et tes multiples racines et de faire culture ensemble, etc. Je trouvais ça hyper intéressant parce que justement, en étant, tu vois, d'origine martiniquaise, donc métisse, j'ai aussi cette dualité, on va dire, mais qui n'est pas une dualité. C'est pas une dualité. En fait, qui n'est pas une dualité. Pas du tout. Moi, si tu veux, regarde là, par exemple, je reviens des Antilles, et pour moi, l'un des plus grands penseurs de notre époque, en tout cas celui qui amène des clés pour qu'on puisse justement dans cette époque compliquée, rapport à la mondialisation, etc., pour qu'on puisse pour le coup faire peuple réellement. L'une des figures pour moi qui est fondamentale, c'est quelqu'un c'est Édouard Glissant, par exemple.
toute sa réflexion sur la notion de créolisation, sur l'idée de relation, sur l'identité rhizome, etc. Toute cette idée de dire que on se retrouve dans une île où on a fait venir des gens qui n'avaient pas envie d'être là ensemble. Ils se retrouvent ensemble, si tu veux, et chacun a ses idées. Et comment on va créer de la cohérence? Comment on crée de l'harmonie dans quelque chose qui est au départ hétérogène? Comment on va créer de l'homogénéité? Comment ça se passe? Et c'est un peu le cas, encore une fois, à l'ère de la mondialisation, c'est le cas dans le monde aujourd'hui, ça, et notamment en Europe. Et la réflexion de glissant sur la notion de mondialité, c'est hyper intéressant. D'une certaine manière, pour faire court, c'est donner une âme à la mondialisation. Parce que c'est bien beau qu'il y ait des McDo partout, ok, super, mais en quoi on peut travailler à faire peuple et dire que, ok, moi, mes racines, elles sont africaines congolaises, elles sont 100% africaines et 100% congolaises. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Strasbourg. Mes fruits sont 100% français, 100% européens. Pourquoi, moi, on devrait me demander que mes fruits poussent sur mes racines? Si mes ascendances étaient suédoises, si du côté de mon père, j'étais suédois et du côté de ma mère anglaise, par exemple, anglais, et que je grandis en France, ces questions, elles se posent pas, en fait. Non. Donc, ça veut dire qu'on doit changer aussi ça, le rapport, notamment, qu'est-ce qu'être noir? Qu'est-ce que ça signifie? En quoi c'est impactant dans le monde dans lequel on vit, etc., etc. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, cette complexité-là. Et pour moi, l'une des questions fondamentales qu'on doit régler, quand je dis question, c'est presque au sens philosophique, problématique philosophique, c'est la question de l'identité. C'est fondamental parce que régler cette problématique-là, en fait, c'est créer de l'harmonie. Et créer de l'harmonie, ça veut dire être capable d'être dans une démarche d'empathie, réellement. C'est-à-dire, c'est le fait de, quand tu allumes ta télé, tu vois ces migrants, ces gens qui meurent en mer ou qu'on réduit à l'esclavage en Libye, etc. Et ben en fait, comme l'autre, tu réfléchis plus en termes de couleur, et ben en fait, tu te dis, lui, c'est moi. Mais si tu vis dans une société, dans un monde où c'est la culture de la couleur, etc., et ben quand un blanc voit ça, il se dit, ah, c'est triste, et puis il zappe. Puis il passe à autre chose. Mais si c'était des blonds aux yeux bleus qu'on voyait mourir dans la mer, etc., etc., comment on réagirait? Mais quand je dis comment on réagirait, je parle de nous tous, noir, blanc, tout le monde. On réagirait comment? Et ça, c'est lié à l'histoire, etc. Donc, il y a une nécessité de réécrire, pas au sens de réinventer, puisque l'histoire, elle est telle qu'elle est, mais de se repositionner en termes de regard, en termes de perception, pour que justement le regard actuel puisse changer sur notre semblable, puisque jusqu'à preuve du contraire, on est tous des êtres humains, donc on est tous capables de parler, j'ai envie de dire, de revendiquer en tout cas l'humaine condition. Et ce que tu disais aussi, et je trouve ça hyper intéressant en partant de ton expérience, c'est que tu peux avoir une double vision finalement sur la société. Et aujourd'hui, on ne regarde la société que à travers un œil et pas forcément à travers les autres. Et ça, je trouvais ça aussi vachement intéressant. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu, mais... Ouais. Bah, après, tu sais, comment dire? C'est-à-dire que ce qui est important aujourd'hui, de mon point de vue, c'est de travailler à faire peuple. Comment on va faire peuple? Donc, si tu veux, moi, je suis un artiste, je suis un raconteur d'histoire, en fait. Et un raconteur d'histoire, c'est quelqu'un qui a conscience de l'histoire, mais qui sait aussi que là où il se trouve, il crée du mythe. Et que le mythe et l'histoire, c'est pas la même chose. L'histoire, c'est basé sur des faits concrets, factuels, scientifiques. Le mythe, c'est De Gaulle qui dit on a gagné la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Ou qui dit on a été tous résistants. Alors qu'on sait très bien que rapport à l'histoire... Bon, mais ça permet de souder les troupes et de continuer à faire peuple, etc., etc. Si tu veux, c'est un mensonge, mais qui permet... C'est un bon mensonge, tu vois. Et c'est ça, en fait. Et ma démarche en tant qu'artiste, c'est celle-là. Parce que sinon, et c'est le cas qu'on peut voir aujourd'hui, en fait, et je pense que c'est à ça que tu faisais allusion, sinon, en fait, on se retrouve dans un monde où on est tous des victimes. En fait. C'est-à-dire tout le monde. Alors, on a vécu telle chose, on est victime de telle chose. Et en fait, on fait pas la promotion, on n'est pas dans une démarche de héros. Par exemple, on va fêter on fête le 11 novembre, par exemple. Et ben en fait, on va dire à la mémoire des victimes. On va pas dire à la mémoire des héros. On va dire des victimes. C'est important de donner une voix aux victimes. Mais le problème, c'est quand ça devient systématique. C'est-à-dire, on se vit tous comme on est dans des sociétés où finalement, on est dans des sociétés sentimentales, où c'est le sentimentalisme. On est dans des sociétés où si tu veux, c'est plus le mémorial que le musée. C'est plus toutes ces choses-là, toutes ces nuances-là. Alors que si on commence à travailler des héros, à réfléchir en termes de héros, eh ben en fait, on donne des modèles positifs
à des petits garçons, à des petites filles, pour qu'ils puissent se construire positivement et donc créer un autre rapport au monde, etc., etc. Et c'est ça, en fait. Et nous autres artistes, travaillons les imaginaires, on est capable de faire ça, puisque finalement, tu racontes une histoire, il y a un héros. Comment il va être vécu, ce héros? Tu vas t'identifier. Que ce soit dans une chanson, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans une série que tu vas streamer, ou qu'importe, tu veux dire, il y a un héros. Et comment il se positionne? Or, aujourd'hui, si tu regardes bien, c'est souvent des victimes. Est-ce que tu penses pas qu'en ce moment, on héroïse les victimes, justement? Mais c'est ça le problème. Mais oui, c'est précisément ce que je suis en train de dire. C'est précisément ce que je suis en train de dire. Mais c'est dangereux, ça. C'est dangereux parce que, encore une fois, quand tu pars d'un handicap concret, qu'est-ce que j'appelle, moi, des handicaps concrets? Donc, tu fais partie de ce que moi j'appelle le peuple de la périphérie. Le peuple de la périphérie, c'est les femmes, c'est les gens des cités, des campagnes reculées, les gens des îles, les gens qui ont telle orientation sexuelle, etc., etc. C'est les gens de la périphérie. Donc, à être vécu comme des victimes perpétuelles et à héroïser ça, et ben en fait, on n'existe que par ça. On va exister dans le fait que j'ai vécu telle injustice, mais on se dit pas à un moment donné, ben là où je suis, je vais me positionner pour lutter contre ou me battre pour la justice, et pas juste lutter contre l'injustice, mais me battre pour la justice. Donc c'est un autre positionnement, c'est un autre regard. Et comment tu te vois toi-même, c'est-à-dire que tu deviens un acteur. T'es pas juste un être passif ou qu'on a utilisé, que l'histoire a utilisé, que les êtres ont utilisé, etc. Mais toi-même, tu fais ton histoire. Et la première manière, en tout cas nous autres, et c'est pour ça que je pense que les artistes sont hyper importants, comment ils font l'histoire, c'est qu'ils racontent leur histoire. Et raconter son histoire, c'est se réapproprier son destin. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est d'autres qui racontent l'histoire justement du peuple de la périphérie. C'est d'autres gens qui racontent ça. Et l'idée, c'est de prendre ce peuple de la périphérie et de le remettre au centre. Comment on va remettre l'humain au centre? Et aussi, ils ont, ce que tu me dis racontais, et ils ont un regard qui est différent sur la société. Il faudra qu'on écoute la manière dont eux voient la société. Exactement. Parce que écouter la manière dont eux voient la société, c'est complexifier le récit. Mais si tu complexifies le récit d'une certaine manière, mais tu réussis quand même à le rendre lisible, en fait, tu complexifies les êtres. Et complexifier les êtres, c'est sortir de ces sociétés binaires où on te dit où le héros c'est Zemmour, quoi. Voilà, exactement. Mais vraiment ça. Ou des gens qui viennent alors c'est bon. Et c'est ce travail là. En tout cas, je pense, si tu veux, je crois de moins en moins aux politiques. Ce qu'on appelle les intellectuels, de mon point de vue, sont de moins en moins lisibles. Mais par contre, les artistes, je crois véritablement aux artistes parce que je pense que c'est eux qui sauveront ce monde, réellement. Et c'est nous, puisque je me considère moi-même artiste. Parce que, justement, parce qu'on travaille les imaginaires directement. Justement parce qu'on n'a pas peur de notre émotion, de nos émotions. Et finalement, on est dans pour moi, deux tendances qui sont fondamentales et qui manquent dans nos sociétés, qui sont, ou même je dirais trois, qui sont l'empathie, la tendresse et la spiritualité. C'est des mots qui me parlent, forcément. Tu crois que je me pose la question de savoir si les artistes, alors après, on revient à ta définition de faire la différence entre artiste et businessman à l'origine, enfin à l'origine, en tout cas au début de cette conversation, mais tu penses qu'ils ont conscience du poids qu'ils peuvent avoir sur la société? Mais parce que c'est la société qui leur dit qu'ils n'ont pas de poids. Et donc, du coup, c'est difficile de se dire j'ai du poids quand t'as l'impression que t'as pas de poids, puisque un artiste réel, par exemple, imagine-toi, il fait ses choses et tout, par exemple, il vend pas beaucoup. Admettons, on va prendre, il fait de la musique. Et il vend pas beaucoup de disques et c'est difficile et il trime et tout. Et celui qu'on met en avant, celui qui vend beaucoup de disques et qui est là, et c'est lui qu'on met au top et tout ça. Et ben l'autre, il se dit, mais en fait, moi, est-ce que je vaux vraiment quelque chose? Pour plein de raisons. Et là, où on te dit, mais en fait, ta voix, elle a pas d'importance. La voix qui compte, c'est celle de ce gars qui pèse tant de millions ou tant de milliards. Mais ta voix, elle est... Et ben en fait, du coup, et c'est la société, de manière systémique, qui fait en sorte que la singularité, on dit à la singularité que ça compte pas. Que ce qui compte, c'est l'homogénéisation du truc, c'est le grand tout, c'est la mondialisation, c'est le truc qui parle à ton petit niveau, t'as pas d'impact sur le monde. Mais alors que si, en fait. Bien sûr. Parce qu'il suffit, encore une fois, il suffit d'une seule ou d'un seul. Tu touches un être, tu touches le monde. Et parce que cet être peut toucher un autre, et touchera un autre, etc., etc. Donc, pour qu'un artiste ait conscience de ça, c'est qu'il doit d'abord avoir une haute conscience de lui-même. Et c'est pour ça que des fois, on confond comment dire,
celui qui a un ego surdimensionné et celui juste qui a confiance dans l'humain. Et comme il se considère comme un être humain, donc il a confiance en lui, en fait. Mais c'est pas qu'il se dit, je suis impactante ou je suis impactant. Il se dit ça. Et du coup, et c'est ça, en fait. C'est le positionnement est là. Mais le grand marchand va dire, mais en fait, non, c'est normal, il est fou. C'est normal, il a un ego surdimensionné, c'est normal, etc., etc. Il est pas sérieux. Parce qu'effectivement, par rapport à ce que tu disais, mais l'industrie, elle t'emmène à faire des trucs commerciaux, en fait. Ouais. Elle t'amène pas à avoir un impact sur le monde. Finalement, ouais. on a tout le système, parce qu'en fait, c'est vraiment une question de système, il t'emmène à être commercial et à faire du business. C'est et ça. Pas à avoir une voix. Souvent, j'ai tendance à penser que les agents d'artistes ou les maisons de disques ou peu importe, ils vont te dire oui, enfin bon, ok, il essaie de faire passer son petit message, mais enfin bon, à la fin, ce qu'on veut faire quand même, c'est quand même gagner de l'argent. Et c'est ce truc-là qui est problématique, non, quelque part. Mais c'est ce truc-là qui est problématique, mais tout simplement parce qu'on est dans un monde. L'argent, c'est pas honteux. Non. Et j'ai envie de dire, tout dépend qu'est-ce que t'en fais. Tout dépend quelle est. Tu sais, moi je parle du principe que le début détermine la fin. C'est-à-dire que si tu commences bien, tu termines bien. Si tu commences mal, tu termines mal, fatalement. Moi je pense ça vraiment. Et en fait, le tout c'est de se dire, ok, moi je suis un artiste du 21e siècle. Donc le 21e siècle, il est tel qu'il est, avec l'histoire, etc., etc. C'est de se dire comment. Si tu veux, l'équation que je dois résoudre en tant qu'artiste, c'est comment je vais réussir à être vraiment dans finalement ce message humaniste, ouvert, etc. Et en même temps, que ce soit commercialement viable. En fait, c'est de trouver cet équilibre-là. C'est ça. Ah ben oui, mais c'est une équation. Mais c'est la même chose, c'est comme la vie. Si tu veux, ou bien tu te dis, je suis un militant de ouf et j'abandonne tout, je vais vivre dans une grotte. Ou bien tu te dis, qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur de ce système tel qu'il est pour pouvoir partir de ce système et en créer un autre. Et ça va se faire progressivement. Mais encore une fois, il ne faut pas se vivre comme une finalité en soi, il faut se vivre comme une étape. En fait, on donne un relais à un autre, à une autre, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de réel. Mais si tu veux, on est dans un monde et dans un système qui fait tellement la promo du tout et maintenant, tout de suite, maintenant, c'est que tu te dis, si je ne peux pas changer le monde tout de suite, en fait, ça ne sert à rien. Alors que ça aussi, c'est une question de culture. La culture, déjà le temps, que les meilleures choses se font dans le temps. Le fait de pas être tout le temps en mouvement, d'être capable de s'arrêter. Le fait de se dire, ok, je suis solidaire, bien sûr, mais de se dire aussi, je dois être solitaire aussi. Parce que c'est en étant seul à un moment donné, par exemple, tous ceux qui font l'expérience de l'écriture savent qu'à un moment donné, il faut être seul. Et toutes ces choses-là qui sont pas des valeurs, c'est pas très sexy tout ça. Et l'idée, c'est de se dire comment je vais le rendre tout ça sexy. Et comment je vais trouver cet équilibre entre pouvoir dire ça et pouvoir être commercialement viable. C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'essaie de faire avec mon podcast, donc c'est parfait. Mais si tu veux, je pense que tous les êtres qui ont conscience, et quand je dis conscience, c'est-à-dire, tu sais, comme on dit un être conscient, et en fait, ils réfléchissent comme ça. Parce qu'ils comprennent d'une certaine manière que le monde est tel qu'il est aujourd'hui, mais que c'est pas une fatalité. Que ça demande un travail long, et que ça demande une communauté. Quand je parle de la communauté, c'est-à-dire une communauté humaine, ça demande une rigueur, il y a une exigence, etc., etc. Des mots qui font peur. Quand tu dis à des gens, il faut être rigoureux, aujourd'hui, ils se disent, oh là là, rigoureux, là, c'est... Tu vois, alors que non. Parler d'exigence, une exigence, et dans tous les domaines, exigence artistique, exigence... T'es journaliste, tu vas parler à tel artiste ou tel politique, mais juste connaître ce qu'il fait, son travail. Avoir lu un truc, voir les trucs. Mais des fois, moi, combien de fois j'arrive et je suis face à des journalistes qui savent rien. En fait, tout ce qu'ils savent de moi, c'est ma bio. Mais ils ont jamais, et ils savent rien, en fait. Ils se disent, ou bien, tu viens de sortir un disque, ou tu viens de sortir un livre. Mais il a même pas lu. Et pire, ils vont critiquer ton travail. Dire oui, mais il y a critiquer même positif ou négatif. Mais ils vont se permettre de dire des choses sur ton travail alors qu'ils ne connaissent pas ton travail. Et ça, c'est aussi, il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle qui est plus de la malhonnêteté, c'est juste accepter, c'est comme ça. Et après, il va dire, mais j'ai pas le temps, tu sais, j'ai 20 artistes, j'ai 30 trucs, mais encore une fois, quantité. Revenir à la qualité. Et justement, comme on est sur un podcast, je me demandais, c'est quoi ton rapport à la voix ? Et en fait, on m'a posé la question, donc du coup, je te la repose. La voix VOX. VOX, oui. La réalité, c'est que pour moi, je pense que tout est vibratoire, de manière générale. C'est-à-dire, tu vas rentrer dans un endroit, tu te sens bien. Tu vas rentrer dans un autre endroit, tu te sens pas bien. Pourquoi ?
Pour moi, c'est des vibrations. Et l'une des vibrations ultimes, la première des vibrations, c'est la voix. Il y a quelqu'un qui va parler, tu vas trouver ça stressant. Et un autre, il va t'apaiser, etc. Et c'est ça mon rapport à la voix. Pour moi, tu sais, je sais pas qui disait ça, qui disait que le regard, c'est miroir d'humanité, etc. Ou miroir de l'âme. Miroir de l'âme. Et moi, j'ai l'impression qu'avant avant le regard, il y a la voix. Ou la non-voix. C'est-à-dire quelqu'un qui ne dit rien, qui ne s'exprime. Tu sais, c'est toujours la même chose. Tu vas dans un endroit, il y a des gens qui s'expriment et il y en a une ou un qui s'exprime pas. Il dit rien. Ça, c'est bizarre. Ça te met un truc. Mais pourquoi, en fait? Parce que quelque part, tu ne l'as pas entendu. Et dans le fait d'entendre, il y a aussi le fait de comprendre, tu sais, l'entendement. Bien sûr. Donc tout ça, c'est lié pour moi, c'est lié à la voix. Et mon rapport à la voix, vraiment, c'est que, par exemple, je lis toujours à haute voix. Ah oui? Toujours. Quand j'écris, par exemple, j'écris, ensuite je lis, et si ça sonne pas, ça marche pas. Et des fois, par exemple, quand je dirige des acteurs, que ce soit au cinéma ou au théâtre, je les regarde pas, je les écoute. Et je dis non, ça marche pas, ça sonne faux. Ah. C'est sur la voix. Comment je l'entends. Et ça fonctionne. Ah, c'est génial. La voix. Pour moi, c'est un endroit fondamental. En tout cas, de mon travail, de mon être au monde et de mon rapport aux êtres. Et on arrive déjà à la fin, donc du coup, je te pose cette question que je pose toujours à tous les invités. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Claquer la porte à la bêtise et à l'ignorance. Ouais. Pour moi, c'est horrible, ça. C'est le pire et tout par-delà. Forme d'ignorance et de bêtise. Tu vois, tu connais pas quelque chose et t'en parles. Tu connais pas quelqu'un, t'en parles, etc., etc. La bêtise et l'ignorance. Juste s'arrêter un instant et apprendre à connaître l'autre. T'es pas obligé de l'aimer. Non. Mais juste savoir qu'est-ce qui le motive. Pourquoi elle dit ça, pourquoi il dit ça, etc., etc. Donc ouvrir la porte à la curiosité. Ouvrir la porte à la curiosité, mais encore une fois, ouvrir la porte à ce que je t'ai dit tout à l'heure, mon triptyque. L'empathie, la tendresse et la spiritualité. Ouvrir la porte à ça. Et Vlan à la bêtise, à l'ignorance. Merci beaucoup. Je suis hyper frustré en fait, parce que ça pourrait continuer. Enfin, moi, j'ai frustré comme ça pourrait durer hyper longtemps, mais j'adore. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu en tout cas. Merci. Cool. Merci beaucoup. Non, c'était top, vraiment. Plaisir. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.